Alors, dans le monde grec antique, la folie peut frapper chacun dans la construction de sa personne. Elle altère la capacité de réflexion, elle brise les normes de comportement et elle trouble l'image de soi et la place dans la communauté. Teintée d'inexplicable ou de divin, synonyme de confusion, elle pose la question de l'identité. Si incontestablement les facultés mentales sont altérées, les inscriptions corporelles font aussi sens pour le malade et pour son entourage. Dans la collection hippocratique, le médecin s'attache, par une lecture rationnelle, à démontrer le processus de la maladie et les symptômes afin de proposer une thérapie. Tentant de reconstruire un intérieur qui lui échappe, il observe les troubles du corps et d'un esprit en déshérence. Nous nous attacherons ici, comme comme l'entourage du malade ou le médecin, à lire l'ensemble des indices corporels qui identifient la folie comme une pathologie et un désordre social. S'il est difficile pour l'Antiquité de définir cliniquement la folie, elle peut l'être socialement au travers de ce qu'un corps ravagé dit des fous. Souvent, le terme de mania qui est utilisé dans les sources recouvre ce que le médecin peut appeler maladie sacrée, épilepsie, hystérie, mélancolie, frénitis ou toute autre crise qui dégénère en délire. Aussi est-il impossible de définir la folie, car il s'agit des folies. Par contre, toutes ces maladies qui affectent la raison altèrent le corps dans sa constitution, son organisation, ses manières et ses performances. On pourra alors se demander comment le genre influe sur les dysfonctionnements du corps et les confusions de l'esprit. Hormis l'hystérie liée à l'organe spécifique de la femme, son utérus, les signes physiques ou mentaux de la maladie sont communs, mais les conséquences peuvent différer selon le sexe. Alors nous allons commencer par le corps méconnaissable et dangereux. La folie met à mal le bel ordonnancement du corps, l'éloigne d'un idéal qui est décliné pour les Grecs en caractéristiques physiques et physiologiques et bouleverse l'apparence naturelle. En fait, un beau corps est à l'image de celui du dieu, fort, droit, grand, bien charpenté, les muscles déliés, les cheveux abondants, la peau lumineuse. Les comportements ou les aptitudes habituellement associés à cet idéal ne sont plus possibles. La grâce, carice et la beauté ont quitté ce corps malade, ne reste que la confusion et la désorganisation. Le malade ne se ressemble plus et son entourage ne le reconnaît plus, rendant peu à peu impossible la communication. C'est d'abord par le visage, vitrine d'un chaos intime, que les signes de la folie sont donnés à voir. Miroir de la santé, des émotions, reflet de soi immédiatement accessible à l'autre, le visage concentre l'identité. C'est donc sur lui que les sens s'expriment et que se déchiffre la perte de contact. Paroles désordonnées, mots déplacés, cris, altération des traits, teint changeant, yeux révulsés ou sans vie. C'est par lui que débute l'examen du médecin, dont vous avez ici le texte dans Pronostic. Le texte est celui qui fait référence à ce qu'on appelle communément le faciès hippocratique. On voit donc du sec, de la fessée, du froid, de l'enfoncé, du livide et une espèce de cartographie du visage. Tout ce qui modifie les traits et redessine les contours montre l'état d'éloignement et du corps et de l'esprit. S'affiche à la surface de la peau l'équilibre ou le dysfonctionnement interne du corps, la maladie ou la mort qui s'annonce, mais aussi les émotions. Toute altération du teint, sueur, dessèchement, manifeste tous ces désordres intérieurs. Le visage peut être secoué par des spasmes qui tordent les traits. Le pourtour de la bouche est examiné avec minutie, lèvres serrées, crispées, tremblantes, ulcérées, la langue sèche, rouge, tremblante, les dents serrées ou grinçantes. La bouche n'assure plus ses fonctions premières, et la parole et l'alimentation. Close ou béante, elle défait l'arrangement naturel des traits et empêche surtout l'échange des mots et ne permet plus de se nourrir. Quand l'esprit se trouble, les yeux et le regard immédiatement reflètent la confusion. Yeux hagards, révulsés, qui ne voient plus ou qui effraient, les larmes qui deviennent visibles. Tout lien entre l'intérieur et l'extérieur du corps est brisé, qu'il soit fonctionnel ou sensoriel, verbal ou nutritif, enfermant le fou à l'intérieur de lui-même. L'altération des traits du visage, la rupture du lien par les yeux ou par les mots, empêche la communication. C'est le signe visible et identifiable par l'entourage comme par le médecin que le malade s'éloigne de lui-même et s'éloigne des autres, englouti par la maladie, et là, peu importe le sexe. La folie déshumanise, prive le malade de ce qui fait de lui un être humain et l'animalise.
Le corps est désorganisé dans ses gestes, dans ses attitudes. Les Grecs se méfient des corps contrefaits et déficients qui dévoilent d'autres disgrâces plus morales. La maladie ploie le corps, le tord, le raidit, le fait ruer parfois, l'assaille de tremblements, de convulsions, le prive de sa vigueur. Après avoir décrit les souffrances et les délires où le malade voit des hoplites, des combattants imaginaires contre lesquels il veut combattre, cet auteur hippocratique d'affection interne, que vous avez là sous les yeux, c'est le texte 7, montre son patient incapable de se tenir debout et de marcher. La station debout, impossible, prive l'adulte de ce qui fait une de ses spécificités. L'adulte est l'humain. La locomotion, l'emprise de la démence éloigne de cette droiture fortement idéalisée. Les troubles de la parole attestent aussi de cette déshumanisation. Les traités médicaux regorgent de sons inarticulés, cris d'animaux, cris de douleur, syllabes heurtées. Les serrements ou les grincements de dents renvoient aussi aux animaux que l'on reconnaît au bruit de leur mâchoire. Celui qui sait se tenir ne fait pas de tels bruits. Ainsi, dans ce texte 2 que vous avez là, la femme d'Ernoptolémos, qui est malade pendant une bonne vingtaine de jours, a des symptômes extrêmement variés. Vous voyez le texte, vous aurez le temps de le lire, il est extrêmement long. Mais dès le 5e jour, si vous arrivez au 5e, elle a du mal à articuler. Tous les signes marquent une absence de maîtrise de son corps et systématiquement associée à une forme d'animalité. Incapable de communiquer, il ne lui reste que la gesticulation et un appétit dévorant, tel un animal. La folie atteint également le corps au plus profond en l'éloignant du modèle idéal, divin, et en le rapprochant, à contrario, de celui des animaux, en particulier par la violence, par les cris et par les comportements. La violence subie ou infligée ressort très fortement de ses sources médicales. Gestes saccadés, désorganisés, soudaineté, versatilité, douleur, elle fait souffrir le patient ou peut le tuer. Souvent, elle n'est qu'un des signes d'une maladie autre. À d'autres périodes, ce qui revient immédiatement à l'esprit, c'est une classification des fous dans laquelle la menace est un critère essentiel et objet de débat quant à la façon de juger. Ici, les sources ne permettent pas cette approche. Dans la vie courante, bien plus que le geste meurtrier d'un malade, c'est son agitation et ses actions inexpliquées que l'entourage craint. Les attaques connaissent des degrés et des formes assez différentes. Souvent, elles ne sont que verbales et accablent l'entourage, mais elles peuvent être physiques. Elles sont alors redoutées. À nouveau, cette dame, qui est la femme d'Ernoptolémos, qui avait déjà eu tout à l'heure des troubles de la parole, vous vous en souvenez, et là, elle fait des bonds difficiles à contenir. Ce qui est intéressant, c'est que c'est la dangerosité qui vient de son caractère transformé par la maladie. Le médecin n'explique en rien cette férocité, ni en quoi d'ailleurs elle pouvait être potentiellement dangereuse ou simplement difficile à supporter. Sans doute ces désordres suscitent-ils autant d'incompréhension que d'effroi. Dans le texte 3, le fils de Sidis, malade depuis plus de 20 jours, alterne des phases de délire, d'agitation et d'abattement. Le texte dit le 19e jour et le 20e, état de folie. Il était braillard, essayant sans cesse de se soulever, mais n'étant pas capable de maintenir sa tête, étendant les bras et pourchassant quelque chose dans le vide. Les jours suivants, le médecin ne parle plus que de sa difficulté à se mouvoir, il ne présente plus aucun danger. Ne plus pouvoir s'exprimer par les mots ou par les yeux, ne plus boire, ne plus manger, ne plus entendre, c'est rompre le rapport aux autres et s'enfermer dans l'isolement. Le visage qui ne se ressemble plus, suant, livide, des yeux qui roulent dans les orbites, une bouche tordue qui éructe des menaces ou laisse couler un filet de bave, c'est l'esthétique corporelle qui est mise à mal, que l'on soit un homme ou que l'on soit une femme. Dérangé dans son identité, privé de communication, effrayant par ce qu'il est et surtout ce qu'il représente, en danger et dangereux, le fou ou la folle sans distinction de genre ne peut plus tenir sa place dans la société. Par l'altération de l'esprit, le corps montre sa vulnérabilité. Il est un enjeu et un capital sur lequel repose le destin de chacun. La cité attend de lui des performances corporelles, la guerre, le travail au champ ou à la maison, la prise de parole, en fonction du statut ou du sexe. Les maladies qui dérangent l'esprit sont des atteintes à cette performativité qui assigne à chacun son rôle selon son sexe. Le corps des femmes est l'objet d'attention particulière. Le féminin résumé au bon fonctionnement de son utérus peut s'échapper dans les affres de l'hystérie, maladie féminine par excellence. Dans la cité,
La femme est réduite à son ventre qui doit assumer la génération. Si elle a l'esprit dérangé, si son corps ne satisfait pas les attentes sociales de son mari, de son père, de sa cité, elle est inutile. Le plus souvent, la folie s'empare des femmes lorsque leur appareil reproducteur dysfonctionne. Un ventre vide, mal rempli, pas encore rempli ou qui ne se vide pas. C'est à la puberté que le danger est le plus grand quand l'avenir des jeunes filles se joue. C'est le texte 4. Le traité maladie de jeunes filles pose un diagnostic. Ainsi donc, quand l'orifice de l'issue n'est pas ouvert et que le sang arrive en plus grande abondance, tant par les aliments que par l'accroissement, alors le sang n'ayant point de sortie s'élance, vu la quantité, sur le cœur et le diaphragme. Ces parties étant remplies, le cœur devient torpide et à la torpeur succède l'engourdissement et à l'engourdissement le délire. La source des maux est identifiée, elle est organique. La matrice obturée ne permet pas au sang des règles de s'évacuer. Toutefois, le mal ne touche pas seulement les parthénoïs, les jeunes filles. Les femmes mariées, les veuves peuvent aussi en être victimes, toutes celles qui ne remplissent pas avec zèle leur rôle de pourvoyeuses de petit homme. Leur matrice, trop légère ou trop sèche, erre à la recherche d'humidité auprès du foie, de la tête ou du cœur. Les conséquences de ces déplacements rappellent ceux de la maladie sacrée, que vous avez également dans le texte 4. Les signes décrivent un corps déficient qui ne répond pas à son assignation, l'obligation de fécondité, souhaitée, attendue, seule reconnaissance que la cité accorde aux femmes. Chez les jeunes filles, la maladie peut avoir des conséquences plus importantes encore. Il faut veiller à ce qu'elles ne se suicident pas en sautant dans un puits ou le lacet autour du cou. Ce qu'on craint par-dessus tout, ce n'est pas tant la perturbation de leur esprit, mais leur corps devenu définitivement inutile. Un utérus vide, c'est comme une jeune fille morte, un gâchis pour la cité. Le remède est simple, la thérapie imparable. Je cite le médecin, « Je recommande aux jeunes filles éprouvant des accidents pareils de se marier le plus tôt possible. En effet, si elles deviennent enceintes, elles guérissent. » Donc là, c'est le premier trouble à la fonction féminine. Le deuxième trouble, c'est éventuellement les fameuses violences que l'on a vues tout à l'heure. Et généralement, les violences de ces femmes se tournent contre leurs enfants. On a un cas, c'est dans votre texte 6, une femme qui menace sans raison son enfant. Donc une femme qui ne peut plus tenir son rôle de mère et qui ne peut plus tenir son rôle d'épouse en nourrissant et en s'occupant de sa famille. Si les attentes sociales sont nombreuses pour les citoyens, en fonction de leur rang dans la cité, deux ressortent fortement pour les hommes, servir à l'armée et prendre la parole en public, lors des assemblées politiques ou lors de banquets par exemple. Et autre travail pour les hommes, c'est s'assurer du bien de leur famille. Et la folie rend les hommes affaiblis, abattus, alités, les empêchant de remplir ces fonctions. Si la faiblesse est marquée au quotidien, ce qu'elle touche surtout, c'est la faiblesse et l'incapacité de servir à l'armée. Les médecins notent souvent l'incapacité à obéir, la privation des sens, en particulier l'ouïe et la vue, l'incapacité à se tenir debout, les tremblements ou les ruades qui empêchent, bien sûr, dans des crises parfois très longues, vous avez vu la longueur des textes, certaines crises de folie vont jusqu'à 120 jours, donc une incapacité totale de servir à l'armée à l'encontre de tout ce que l'éducation a appris, en particulier au travers du gymnase ou de la palestre. Le fou en est réduit à ne plus pouvoir combattre dans la réalité, mais à guerroyer dans les ennemis imaginaires. Le deuxième lieu de privation du rôle social pour les hommes, c'est la fameuse parole, les mots qui sortent mal de leur bouche, qui se heurtent, la bave, qui les rend totalement incapables à la prise de parole publique. Ils ne peuvent plus mécaniquement, mais ils ne peuvent plus non plus parce qu'ils ne savent pas se tenir en public. La folie n'est donc ni une construction culturelle, ni un phénomène purement naturel. Elle participe des deux, et c'est ce qui la rend extraordinairement difficile à cerner, écrivait Marcel Gauchet. Elle est un phénomène mystérieux et pourtant tangible, une expérience individuelle qui a des conséquences collectives. Les répercussions sociales passent par la mise en scène du corps qui offre le spectacle du dérangement de l'esprit. Son intégrité atteinte altère image et identité, dérange la place de chacun dans la société. La folie met à l'écart par les symptômes physiques et mentaux et par la transgression de la norme sociale qui régit la communauté. Hommes et femmes sont identiquement atteints dans leur identité. La maladie brise de manière similaire leur physique et leur esprit.
Par la violence subie ou infligée, elle les prive de leur humanité qui précède en quelque sorte leur genre. Par contre, les performances attendues étant propres à chaque sexe, hommes et femmes sont différemment stigmatisés par la folie, incapacité à produire des enfants pour l'une, à agir en citoyen pour l'autre. Se reconnaître et être reconnu normal, c'est-à-dire conforme aux règles de la cité, aux coutumes qui régissent le vivre ensemble, induit un beau corps en bonne santé, c'est-à-dire en apparence sans défaut, selon des règles esthétiques et des performances attendues. Étudier la folie, c'est s'immiscer au cœur des individus et de la société qui les régit. Maladie naturelle du corps, elle est aussi une construction culturelle de la communauté qui les régit, assignant à chacun sa place selon son sexe et les performances attendues de son corps. L'homme, beau, droit, guerrier, possédant le logos, la parole, la femme réduite à un utérus productif. C'est aussi à revers penser la norme du genre telle que les Grecs la construisent et la mettent en place. Nous vous remercions.